Quand on m'a proposé de faire cet exposé, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est de parler du théorème de fluctuation-dissipation et des relations d'Einstein, parce que pratiquement dans la plupart des travaux récents, c'est un acquis, c'est quelque chose que les gens utilisent comme étant bien connu de tous. Et donc je me suis dit, bon, je vais commencer par parler de ça. Et la question que je me suis posée, c'est où est-ce que ces relations apparaissent pour la première fois. Et donc, je me suis rendu très vite compte qu'en fait, Einstein, au départ, est quelqu'un qui connaît très bien la thermodynamique, avant même de parler de relativité ou de quanta. C'est quelqu'un qui a été formé à la thermodynamique, et donc ces relations d'Einstein, dont je vais parler, sont une des pierres fondatrices de la physique statistique actuelle. Alors comment on peut s'en rendre compte? J'ai commencé par essayer de regarder ce qu'avait fait Einstein au début de sa carrière, et il est assez vite apparent. Alors là, j'ai juste imprimé les premiers articles d'Einstein, donc le tout premier est en haut, et quand on regarde les 5 premiers, qui sont avant 1904, eh bien, il n'est question que de questions relatives à la thermodynamique, qui apparaît dans le titre de plusieurs de ces articles, mais elle est très présente aussi dans son premier article, et je me suis rendu compte que la relation d'Einstein, qui a énormément de retombées, comme je vais essayer de vous le montrer, apparaît en 1904, donc avant les fameux articles de 1905, et d'une certaine manière annonce ce qui va se passer par la suite. Alors, j'ai regardé cet article, en fait une traduction en anglais, et la relation dont je vais vous parler et qui a eu énormément de développement, y compris actuellement, c'est une relation qui est écrite dans cet article et que j'ai réécrite à droite avec un facteur 2 en fait, qui tient à la normalisation que l'on peut prendre de la constante de Boltzmann. Donc qu'est-ce que nous dit cette relation? Elle nous dit que vous prenez un système plus ou moins général. La seule condition dont on a qui est nécessaire est que ce système soit à l'équilibre, et l'énergie de ce système va avoir des fluctuations au cours du temps, et que ces fluctuations sont reliées à ce que je vais appeler plus tard, enfin que je vais appeler un coefficient de réponse, la façon dont cette énergie change quand on change la température, avec un facteur qui est la constante de Boltzmann. Et donc cette relation, c'est une relation d'Einstein, c'est aussi une version du théorème de fluctuation-dissipation que Jean-François a abordé un peu plus tôt, et qui va apparaître dans d'un très grand nombre de contextes et qui va avoir des retombées très importantes. Et déjà dans cet article de 1904, Einstein a envie d'utiliser cette relation dans le cadre du rayonnement, et on verra que ça l'a amené à avancer l'idée des quantas, en particulier que le photon est une particule. On verra ça vers la fin de cet exposé, mais si on part de cette relation, on va voir que c'est d'une certaine manière le tronc d'un très grand nombre de branches qui se sont développées au cours des années, qui sont encore en train de se développer et qui ont conduit à de grands développements, enfin de grands progrès au cours du XXe siècle. Alors, donc dans cette formule, vous voyez apparaître cette constante K, qui est la constante de Boltzmann. Alors, quelle était l'idée d'Einstein pour avancer cette formule et pour l'utiliser? Et son idée, qui est résumée dans le texte en anglais qui est un peu en dessous, c'est que de mesurer des fluctuations pouvait permettre d'avoir accès à la taille des atomes. Donc mesurer la constante K qui est là, en mesurant les fluctuations d'une quantité comme l'énergie, allait lui permettre de mesurer, enfin, ou de prédire la taille des atomes. Alors, comment ça peut se faire? Cette formule que je vais réécrire un certain nombre de fois, eh bien, elle nous dit en fait que la constante qui est ici, c'est simplement la constante des gaz parfaits, qui est quelque chose qui était bien connu au XIXe siècle. Le gaz parfait, c'est un gaz très dilué, divisé par le nombre d'Avogadro. Et donc, une façon, si on arrive à mesurer les fluctuations d'une quantité comme l'énergie, on va avoir accès au nombre d'Avogadro et donc à la taille des atomes. Alors pour peut-être
vous montrer comment Einstein est arrivé à cette relation, toujours la même, les fluctuations d'énergie. Il s'est appuyé sur l'idée de Boltzmann qui relie l'entropie d'un système au nombre d'états accessibles de ce système, donc, qui est ici. Et cette fameuse formule de Boltzmann, hein, enfin, Einstein s'appuie toujours sur des grands auteurs, comme on va le voir par la suite. Donc, il utilise cette formule qui relie l'entropie d'un système au nombre d'états de ce système, et il dit simplement que la probabilité, si je prends une partie d'un système, comme ici, la partie entourée par la région rouge, une partie d'un système, la probabilité que l'énergie à l'intérieur de cette région soit E, c'est simplement le nombre d'états pour mettre une énergie E dans cette région, fois le nombre d'états pour mettre le reste de l'énergie à l'extérieur de cette région. Et en utilisant la formule de Boltzmann, il parvient à... Enfin, il l'écrit sous une forme qui est simplement en reliant S à W, qui est écrite à droite, qui est en fait, d'une certaine manière, une façon... un précurseur de ce qu'on appelle actuellement les grandes déviations. Donc ce genre de formule est actuellement étudié dans de nombreux contextes, en particulier quand on est loin de l'équilibre. Et simplement en développant cette formule autour de l'énergie moyenne, il arrive à l'expression, la relation qui est là-haut. Alors cette relation, en fait, elle est très générale et elle s'observe, ou elle peut s'établir dans de très nombreux contextes, parce que au lieu de considérer l'énergie à l'intérieur d'un sous-système, on peut considérer le nombre de particules, le nombre de différentes espèces chimiques, on peut considérer des tas d'autres quantités. On aboutit toujours au même genre, à la même relation. Et cette relation, en fait, elle repose uniquement sur cette formule de Boltzmann, c'est-à-dire sur une hypothèse d'équilibre. Alors, juste pour illustrer quelle est cette idée, l'idée d'Einstein pour déterminer la taille des atomes, eh bien, je fais un petit dessin ici, où au lieu de parler d'énergie, je parle du nombre de particules. Donc l'image que l'on se fait d'un gaz, en général, surtout à haute température, ou bien d'un gaz dilué, d'un gaz classique dilué, c'est simplement des petites billes qui sont dans l'espace et qui se déplacent au cours du temps, en ayant éventuellement des collisions qui sont d'autant plus faibles que le gaz est dilué. Et donc ça, c'est typiquement l'image qu'on peut avoir d'un gaz, et on peut se demander quel est le nombre de particules à l'intérieur de ce gaz, ou quelle est la masse à l'intérieur de ce gaz. Et bien évidemment, au cours du temps, eh bien, la densité à l'intérieur de cette région va fluctuer parce que le nombre de particules va rentrer, des particules vont rentrer, sortir, entrer en collision, etc. Et donc, on va observer quelque chose, une courbe qui fluctue au cours du temps pour la densité. Si on essaye d'imaginer un monde où les atomes sont beaucoup plus petits, comme j'ai essayé de le dessiner ici, donc vous changez de couleur pour représenter des atomes beaucoup plus petits, et qu'on se pose la même question, eh bien, ce qui se passe, c'est que la densité va fluctuer beaucoup moins. Et donc, je l'ai dessiné ici. Pour les mathématiciens, ça serait dire il y a la loi des grands nombres qui fait que plus on ajoute de variables aléatoires dans une somme, moins la somme fluctue, moins la densité fluctue. Et en fait, on peut faire, par un calcul relativement élémentaire, montrer que la masse à l'intérieur de cette région rouge va avoir une variance qui est donnée simplement par la formule que j'ai écrite, c'est-à-dire la masse à l'intérieur de la région rouge fois la masse d'une particule. Et donc vous voyez que si on arrive à déterminer la façon dont la masse fluctue à l'intérieur de cette région rouge, on va pouvoir déterminer la masse des particules. Dans un monde qui serait un monde totalement continu, où il n'y aurait pas des atomes à l'échelle microscopique, eh bien cette masse serait zéro, et donc on ne verrait aucune fluctuation. Et donc l'idée d'Einstein, dans le cadre de l'énergie, on va le voir dans d'autres cadres, eh bien, a été d'essayer de déterminer la taille des atomes à partir des fluctuations. Alors ça, c'est une idée donc, qui date de 1904, et en 1905, la thèse d'Albert Einstein, qui est soumise quelques jours avant le fameux article sur le mouvement brownien, eh bien,
le thème de la thèse, c'est justement de déterminer la taille des atomes. Et donc, il semble que ça a été quelque chose qui l'a préoccupé dès le début de sa carrière et qui est resté au cœur de ses préoccupations. Alors, cette idée que plus les atomes sont petits ou plus un système est grand, plus les fluctuations sont faibles, en fait, elle est exprimée déjà dès le milieu du XIXe siècle par Maxwell, qui dit que plus le nombre de particules est grand, plus les fluctuations vont être petites. Et donc, le mérite d'Einstein, c'est de donner un caractère quantitatif à ces fluctuations et à le relier à la taille des atomes. Pour vous donner une idée de ces fluctuations, il y a des nombres qui ont été proposés par Chandrasekhar, qui a fait une estimation qui est plus difficile à obtenir que la formule de fluctuation dont je vous ai parlé à l'instant, et qui s'est posé la question suivante. Prenons un gaz dans des conditions ordinaires, et on peut se demander quel est le temps qu'il faut attendre pour voir des fluctuations, puisque à cause de la nature atomique, il va y avoir des fluctuations du nombre de particules dans une certaine région. Donc on imagine une petite sphère et on se pose la question, combien de temps faut-il attendre pour observer une fluctuation de 1%? Et voilà les chiffres que donne Chandrasekhar, qui sont tout à fait impressionnants. C'est que si on regarde une petite sphère dont le rayon est un quart de micron, je pense, j'espère que je ne me trompe pas, un quart de micron, en fait, des fluctuations de 1% de densité vont être observées toutes les 1 seconde. On attend 1 seconde et on va avoir ce genre de fluctuations. Mais si au lieu de prendre un quart de micron, on prend un demi-micron, le temps qu'il faut attendre, c'est 10 puissance 68. Donc vous voyez que ces fluctuations ne vont pas forcément être évidentes. Il va falloir se placer dans des conditions appropriées pour être capable de les déceler. Mais ici, on voit apparaître vraiment ces échelles de temps, et avec des temps absolument beaucoup plus même qu'astronomiques, dès qu'on regarde des fluctuations d'un objet macroscopique. Alors, cette relation que j'ai écrite pour les fluctuations d'énergie, en fait, c'est un cas particulier de toute une famille de relations qu'on appelle les relations d'Einstein, ou souvent qu'on confond avec ce qu'on appelle le théorème de fluctuation-dissipation. Alors, j'ai réécrit ici cette relation, et en fait, cette relation, elle relie quelque chose qui est propriété, disons, de la physique du XXe siècle, c'est-à-dire que certaines quantités fluctuent, à une propriété qui est à droite, qui est la réponse d'un système à un petit changement. Donc, imaginons que j'ai un système, il a une certaine énergie, je change un tout petit peu de sa température, eh bien son énergie va changer. Je vais devoir lui fournir un peu d'énergie si je veux le chauffer un petit peu. Et le rapport entre le changement d'énergie et le changement de température, ça s'appelle la chaleur spécifique ou la capacité calorifique, et c'est ce qu'on appelle un coefficient de réponse. C'est la façon dont un système répond à un petit changement extérieur. Et bien sûr, pour que ce genre de relation soit vrai, il faut qu'on soit à l'équilibre. On a utilisé la formule de Boltzmann pour y arriver. Alors, en fait, cette relation, c'est un cas très particulier qui se produit dans toutes sortes de situations où la variance de la fluctuation d'une quantité, c'est K, la constante de Boltzmann. Donc, vous vous souvenez, la constante de Boltzmann, c'est quelque chose qui est comme l'inverse du nombre d'Avogadro. Donc, c'est un nombre très petit, mais qui permet d'avoir accès à la taille des atomes, et fois un coefficient de réponse. Alors ça apparaît dans un très grand nombre de contextes, et je vais en aborder 2 ou 3 d'ici la fin de cet exposé. Par exemple, si vous prenez une résistance électrique, la fluctuation de tension aux bornes d'une résistance électrique, on va le voir, est reliée à un coefficient de réponse qui est juste la résistance électrique. Donc je vais passer ça en revue. Il y a une formule qui date des années 50, qui s'appelle la formule de Kubo, qui permet de calculer la conductivité d'un milieu, par exemple d'électrons dans un solide, à partir des fluctuations de courant à l'intérieur de ce solide à l'équilibre. Alors, en quoi ce genre de formule est utile? Eh bien, en gros, quand on est à l'équilibre, les choses sont faciles. Et donc, on préfère de loin
étudier les fluctuations d'un système à l'équilibre plutôt que de le mettre hors d'équilibre quand on veut, par exemple, savoir quel est le courant qui va passer à travers un système. Là, il faut maintenir le système hors d'équilibre. Et donc, cette formule de Kubo permet de trouver une relation entre des fluctuations d'équilibre et des fluctuations hors d'équilibre. La position d'une particule et le mouvement brownien dont Jean-François vous a parlé et sur lequel je vais revenir assez brièvement, les fluctuations de densité qui nous conduisent en fait à un sujet que Einstein a énormément étudié par la suite et qui a eu beaucoup de conséquences, enfin qu'il a compris par la suite aussi avec Smoluchowski, qui est le phénomène d'opalescence critique sur lequel je vais aussi revenir. Toutes les relations de transport croisées qu'on appelle les relations d'Onsager aussi sont des généralisations de cette relation d'Einstein. Alors, ce qu'on appelle des coefficients de transport ou des coefficients de réponse croisés, ici, vous voyez que la fluctuation est reliée à la réponse de l'énergie par rapport à un changement de température. Mais parfois, il arrive, même avec des métaux, que si vous imposez une différence de température aux bornes d'un métal, ça induit un courant. Donc parfois, vous arrivez à fabriquer un courant électrique simplement en changeant la température, ou bien en mettant une différence de potentiel, vous arrivez à avoir un courant d'énergie. Donc ça, c'est des coefficients croisés. Et donc Onsager avait écrit des relations qui lui ont valu le prix Nobel de chimie. Et Onsager aussi est très connu des physiciens théoriciens pour d'autres travaux très importants. Et puis, il y a une très longue liste. Donc, parmi toutes ces questions, je vais en aborder quelques-unes assez rapidement, bien sûr. Mais une propriété qui est essentielle, c'est que pour les établir, il faut que le système soit à l'équilibre. Et il y a toute une série de travaux depuis une vingtaine d'années qui consistent à essayer de savoir comment ces relations, ce qu'elles deviennent quand on prend un système qui est hors d'équilibre. L'exemple le plus simple d'un système hors d'équilibre, c'est un matériau, par exemple, qui est en contact avec une source de chaleur à une température T1 d'un côté, T2 de l'autre, avec deux températures différentes, et on peut s'interroger sur la façon dont le courant d'énergie passe à travers ce système. Donc, la façon dont ces relations se généralise au cas hors d'équilibre, c'est un sujet qui est très actif. Jean-François a mentionné un de ces aspects qui est le théorème de fluctuation, qui a à voir avec non pas simplement la variance d'une quantité, mais ses déviations. Il y a tout un champ de recherche actuel sur ne serait-ce que la loi de Fourier, qui est encore plus ancienne qu'Einstein, mais que les gens essayent de comprendre à partir d'une description microscopique. Donc tout ça correspond à des généralisations de cette formule d'Einstein. Alors ici, je prends juste un exemple, parce que je pense qu'il est très parlant, c'est l'exemple de la loi d'Ohm et d'une résistance électrique. Alors, on apprend tous que quand vous soumettez une résistance à une petite différence de potentiel, ou une différence de potentiel, il va y avoir un courant qui est donné par U égale R. Et donc R, c'est un coefficient de réponse, puisque j'établis une petite différence de potentiel et ça produit un courant. Ou bien si j'impose un courant, U, c'est la différence de potentiel. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde apprend, qui est tout à fait élémentaire. Ce qui l'est peut-être un petit peu moins, mais en fait que Einstein avait compris et qui a été repris en particulier dans le cadre du bruit des travaux de Nyquist et de Johnson, c'est que si vous n'avez pas de courant, donc vous prenez une résistance qui est avec aucune enfin reliée à rien, donc ouverte, eh bien à la température T, la différence de potentiel aux bornes de cette résistance va fluctuer. Elle va fluctuer et la relation d'Einstein nous dit la façon dont elle va fluctuer. Il y a T qui est la température, il y a K la constante de Boltzmann et il y a R la résistance. Et vous voyez que là, le coefficient de réponse, qui est juste la résistance électrique, réapparaît ici dans les fluctuations de courant. On l'écrit souvent sous une forme un peu différente de ça, mais essentiellement, c'est la même idée. Alors, je vais passer un peu rapidement sur le mouvement brownien, puisque Jean-François en a parlé.
le mouvement brownien, c'est une particule de pollen ou une petite particule dans un fluide, et cette trajectoire erratique qui, en première approximation, peut être assez bien décrite par une marche aléatoire. Comme en fait l'a montré tout à l'heure Jean-François, c'est un cas particulier de la relation d'Einstein dont je parle. Le mouvement brownien, la théorie de 1905 de Einstein, elle a eu beaucoup de retombées, puisque en fait, dans les expériences de Jean Perrin, les expériences de Jean Perrin ont permis de valider cette idée, et donc de valider simplement l'idée de l'existence des atomes. Elle apparaît dans de nombreux contextes de la physique théorique. C'est un des modèles, des systèmes les plus simples où on observe une invariance d'échelle. Elle apparaît, la théorie du mouvement brownien apparaît énormément en mathématiques, avec des applications au calcul stochastique et à la finance. Donc c'est quelque chose qui est en fait la source d'un très grand nombre de développements qui nous touchent encore actuellement. Et je passe assez vite là-dessus. L'idée du mouvement brownien, c'est encore une fois de relier la fluctuation, enfin l'idée de la théorie du mouvement brownien, c'est de relier la fluctuation de la position d'une particule à un coefficient de réponse. Donc si vous prenez une petite particule dans un liquide avec une certaine viscosité, la physique du 19e siècle nous dit que si j'ai une petite particule, je lui soumets une petite force. Vous prenez par exemple même un navire, vous lui soumettez une force, ben, ce navire va se mettre à avancer avec une certaine vitesse. Et la vitesse, si on a un frottement de type fluide, la vitesse va être proportionnelle à la force. Et devant, il y a un coefficient de réponse. C'est comment la vitesse d'une particule qui est soumise à une force va dépendre de la force à laquelle elle est soumise. Donc il y a ce coefficient de réponse. Et maintenant, si on regarde le même problème avec une force nulle, eh bien, la position de la particule, donc c'est ça le mouvement brownien, va fluctuer, mais le coefficient qu'il y a dans ces fluctuations, on retrouve la constante de Boltzmann K, qui est là-bas. Enfin, mon pointeur ne marche plus, mais il y a cette constante de Boltzmann, la température, et puis derrière, il y a le coefficient de réponse. Donc ça, c'est typiquement un exemple de théorème de fluctuation-dissipation. Dans la version de Langevin, dont aussi Jean-François nous a parlé, j'ai réécrit la même pratiquement la même équation que Jean-François tout à l'heure. Eh bien, on représente une particule, il y a un terme de frottement qui est opposé à la vitesse, une force extérieure éventuellement, et le bruit qui est dû aux collisions par les nombreuses particules environnantes du fluide. Et cette force, en général, on la prend aléatoire et avec des corrélations que j'ai écrites comme ça. Enfin, au moins, c'est ce qu'on écrit dans l'équation de Langevin. Et donc, dans ce cas-là, si on a une force non nulle, la vitesse est donnée par F sur gamma. Donc, gamma, c'est le coefficient de réponse. Et à nouveau, si on regarde les fluctuations d'équilibre, en fait, on observe toujours le coefficient de réponse qui apparaît ici avec le kT devant. Alors, en fait, cette équation de Langevin, elle est énormément utilisée en physique parce que c'est une façon d'introduire le couplage avec la température. Est-ce que l'idée d'avoir un bruit blanc gaussien pour représenter les collisions avec les particules du solvant est la bonne? Eh bien, pas tant que ça. Et dans les années 50, des simulations numériques d'abord, et après ça a été compris de manière théorique, ont montré que les corrélations du bruit décroissent au cours du temps avec une loi de puissance et qu'on peut expliquer. Je ne vais pas essayer de rentrer dans ces détails, mais l'idée, l'origine de ces corrélations, c'est simplement que la particule a des collisions avec les molécules du solvant et qu'il y a des collisions multiples, que les molécules du solvant ont des collisions entre elles qui font que quand une particule arrive et quand une autre particule vient rentrer en collision, eh bien, il y a un effet de mémoire qui se produit et qui
en fait, n'empêche pas le système d'être à l'équilibre, mais rend cette expression un peu trop approximative si on veut regarder les choses très finement. Alors, je ne sais plus combien de temps j'ai, un quart d'heure. Voilà. Alors, un des développements, donc quand on regarde la liste des publications d'Einstein, qu'on regarde les plus citées, il y en a plusieurs sur la thermodynamique, parmi ces articles les plus cités, et parmi ceux qui sont les plus cités, un peu en dessous de la relativité ou des quanta, il y a ce qu'on appelle l'opalescence critique. Et l'opalescence critique, et je vais essayer de vous indiquer ce que c'est, pour ceux qui ne seraient pas vraiment dans ces sujets. Donc, ça a à voir avec ce qui se passe quand on on change la pression d'un fluide pour le faire passer de l'état gazeux à l'état liquide. Donc si vous avez un grand volume, vous avez un gaz, vous piégez un gaz à l'intérieur, vous appuyez dessus, et a priori, à un certain moment, vous allez observer ce qu'on appelle la coexistence. Il va y avoir une partie du fluide qui va être gazeuse et une partie qui va être liquide. Vous appuyez plus fort, et à un certain moment, vous n'avez plus que du liquide. Et souvent, on représente ces trois événements sur un diagramme qui est ici. La densité, vous avez une certaine courbe qui représente la densité du gaz en fonction de la température, la densité du liquide en fonction de la température. Et si vous vous déplacez de la gauche vers la droite, eh bien, vous allez voir ces trois situations. Tout à fait à gauche, vous allez avoir un gaz. Dans la région intermédiaire, le système va se décomposer en un liquide et un gaz. Et puis plus loin, il y aura purement un liquide. Alors ça, c'est ce qui se passe si la température est suffisamment basse. Si vous faites la même opération à température plus haute, vous allez observer que le gaz passe au liquide sans jamais voir une situation de coexistence. On va passer continuellement du gaz au liquide. En fait, pour les physiciens, le gaz et le liquide, c'est la même chose parce qu'on peut passer sans avoir aucune transition de phase de l'un à l'autre si on est à suffisamment haute température. Et l'opalescence critique, c'est qu'est-ce qui se passe quand je suis juste à la température critique. Alors, on pourrait se dire, bon, il y a cette ligne, est-ce qu'on voit cette ligne, est-ce qu'on ne la voit pas? Et ce que fait la nature, en fait, c'est un peu ce que ferait un magicien, c'est-à-dire de mettre un flou ou de mettre une espèce de tissu devant, on ne voit rien, et quand on passe ici, les images se brouillent et on ne peut ni dire s'il y a une interface ou s'il n'y a pas d'interface. Et la raison pour laquelle ceci se produit, en fait, a été comprise justement à partir de relations d'Einstein, par Smoluchowski et plus tard par Einstein, et ça a à voir avec les fluctuations de densité. Donc j'ai écrit cette relation d'Einstein depuis le début, et si on l'applique à la densité d'un gaz comme celui-ci. Donc maintenant, je parle non pas d'un gaz parfait comme tout à l'heure, mais d'un gaz réel. Et la relation d'Einstein, elle me dit que la densité à l'intérieur de cette région rouge, ça va être un coefficient de réponse ici qui s'appelle la compressibilité. Et puis, il y a un facteur ici qui a à voir avec le volume de ce système rouge, V, et puis de cette région entourée par le rouge, et ce KT. Et donc, encore une fois, la variance, la fluctuation, a à voir avec un coefficient de réponse qui est la compressibilité. Et on sait depuis le XIXe siècle que cette compressibilité va devenir très grande quand on s'approche de ce point critique, de cette température particulière. Et donc, la compressibilité devient très grande. Bon, pour le théoricien, elle devient infinie. Et elle cause donc des grandes fluctuations de densité à travers cette relation. Et ces grandes fluctuations de densité sont à l'origine des fluctuations de l'indice optique. Et quand vous envoyez une onde de la lumière à travers une région où l'indice optique varie beaucoup, eh bien, les fluctuations vont faire que le système va devenir opaque. Et donc ça, c'est l'opalescence critique. Et ça date des années 1910. Alors, pour des gens comme moi qui ont fait des études dans les années 70 et qui sont rentrés dans la recherche à ce moment-là, eh bien, à ce moment-là, un des très grands sujets était de comprendre comment les fluctuations de densité divergent, deviennent infinies quand on se rapproche du point critique. Et donc il y a toute une théorie des phénomènes critiques qui s'est beaucoup développée et qui est encore active à l'heure actuelle. Bon, je ne sais pas ce qui se passe.
Non, mais c'est juste mon mot de passe. Vous pouvez tous le dire. Voilà, merci. Et donc, il y a tout un champ de recherche qui s'est développé, avec en particulier le groupe de renormalisation, qui a permis de comprendre de manière fine la façon dont ces fluctuations se comportent quand on se rapproche d'un point critique, avec toutes ces questions d'universalité qui ont été très importantes. Alors, probablement, l'importance de ces relations d'Einstein, le lieu où elles ont eu le plus d'impact, en particulier à l'époque, dans les années qui ont suivi, c'est à propos des fluctuations du rayonnement. Et en fait, si vous vous souvenez du petit extrait que j'avais montré au début, en fait, c'était l'intention dès 1904 d'Einstein de l'appliquer à la théorie du rayonnement. Et ça a eu comme conséquence un certain nombre de conséquences, dont l'idée d'une dualité entre ondes et particules et la statistique de Bose-Einstein. Donc, je vais juste en parler aussi brièvement. Je reprends cette relation d'Einstein et il y a cette idée, en fait, je crois que ça doit être dans son article de 1905, c'est juste de marier cette relation qui date de 1904 à la loi de Planck qui est écrite ici. Donc, la loi de Planck, c'est l'énergie d'un mode à fréquence nue pour un rayonnement du corps noir. Donc vous avez un système, un corps noir, c'est par exemple, vous pouvez avoir l'image d'une cavité qui va absorber tout le rayonnement qui est à l'intérieur et qui va réémettre un rayonnement dû à l'agitation thermique. Et donc, cette loi de Planck, elle donne une densité d'énergie. Ici, j'ai écrit la densité d'un seul mode en fonction de la température. Et donc, c'est des courbes que j'ai trouvées qui sont bien connues à propos du rayonnement de Planck. Et donc, ce qu'a fait Einstein, c'est de prendre cette énergie moyenne, de la remplacer dans cette formule. Donc, vous voyez que c'est pas, enfin, c'est un calcul tout à fait à la portée de n'importe qui, je dirais. C'est-à-dire, il suffit de prendre la dérivée par rapport à la température. Donc, il y a juste une petite dérivée à prendre. Et il est arrivé à une formule qui est la suivante, ce qui est que la fluctuation d'énergie s'écrit sous la forme, encore une fois, juste en prenant une petite dérivée, sous la forme de deux termes. Et ces deux termes, eh bien, pendant un certain nombre d'années, c'était une question de débat interne aux physiciens, qui a été réglée, comme on va le voir, par une découverte un peu plus tard. C'est que le premier terme peut être vu comme représentant comme le rayonnement représenté par des particules. Si vous vous souvenez, oubliez le second terme pour l'instant. Tout à l'heure, je vous ai dit la masse. On avait vu que la masse à l'intérieur d'une région rouge, c'était la variance de la masse était la masse d'une particule fois la masse totale. Et ça, c'est exactement la même chose. Donc, c'est de dire que l'énergie arrive par paquets, et ces paquets sont de taille h nu. Donc ça, c'est le premier terme. Et le deuxième terme, il se voit beaucoup plus comme une onde. Donc, des calculs qu'on peut faire en regardant ce qui se passe pour une onde à l'équilibre thermique vont donner que l'énergie d'une onde va prendre cette forme. Je vais donner juste quelques références là-dessus dans une minute. Et donc, il y a eu cette dualité onde-particule qui est apparue à ce moment-là, simplement en mariant ces deux équations. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quelques années après, Bose a compris que la loi de Planck pouvait être comprise comme une discrétisation, comme le fait que les énergies étaient discrétisées, et qu'il y avait des quantas d'énergie qui étaient h nu, et a permis de réconcilier, de montrer que selon cette hypothèse, enfin, selon cette idée de statistique de Bose, on pouvait avoir les deux termes. Enfin, je parle devant beaucoup de bien meilleurs experts que moi de la question, j'espère ne pas déraper. Alors, en fait, si vous voulez en savoir plus sur ces questions, j'ai trouvé quelques références à propos en particulier de ces fluctuations du rayonnement qui m'ont paru assez intéressantes et qui font l'historique. Je ne mentionnerai pas ici un autre aspect, enfin, je vais mentionner très rapidement un autre aspect du lien de Einstein avec la physique statistique et la thermodynamique, qui est la découverte de l'émission stimulée, en fait, qu'il a compris
simplement en demandant que la loi de Planck corresponde à une dynamique qui conduit à l'équilibre. Et donc ça l'a conduit à l'émission stimulée, qui est à la base aussi de l'effet laser. Mais je ne vois pas forcément un lien direct avec le théorème de fluctuation-dissipation et la formule d'Einstein dont j'ai parlé depuis le début. Alors pour conclure, en fait, j'ai commencé par vous dire que Einstein était un thermodynamicien, et en préparant cet exposé, en parlant un peu autour de moi, m'a fait découvrir qu'en fait, Einstein, dans les années 20, eh bien, il s'est beaucoup occupé de fabriquer des réfrigérateurs. Donc, il a pris 45 brevets avec Szilard, qui était un de ses étudiants. Alors, apparemment, ici, il discute d'un problème plus sérieux qui a à voir avec le projet Manhattan. Mais en fait, là, c'est une photo, ils sont tous les deux, et ils ont essayé de mettre au point un réfrigérateur parce qu'ils avaient découvert que dans un journal qu'une famille en Allemagne avait été intoxiquée par les réfrigérateurs qui existaient à l'époque, par une fuite de gaz. Et donc, ils ont voulu fabriquer un réfrigérateur qui évitait ces inconvénients. Et il a pris 45 brevets. Alors, sans doute que son temps où il était au bureau des brevets lui a servi à ce moment-là. Et donc, c'est pour vous dire que l'intérêt d'Einstein n'a pas décru concernant la thermodynamique. Je vous remercie.